Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Touche Animale. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravie de vous revoir. Ce soir, je suis accompagnée de la vétérinaire nutritionniste Charlotte Deveau qui nous rejoint. Salut Charlotte. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les replays directement sur l'application Brut ou encore sur le site des amoureux des animaux de compagnie, le site whoopet.fr dès demain. Salut Charlotte, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci. Merci beaucoup d'être présente ce soir avec nous sur Brut. Alors Charlotte, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter à la communauté Brut qui ne te connaît peut-être pas, même s'ils ont souvent entendu parler de toi dans la touche animale, puisqu'on devait le faire et ça a été reporté, parfois à cause de toi, parfois à cause de moi, mais le tout c'est d'y arriver. C'est ça, on y est, on a réussi. Donc je me présente, je m'appelle Charlotte Deveau, je suis vétérinaire nutritionniste et mon métier c'est de faire de la vulgarisation scientifique, donc d'expliquer la science au grand public, mais aussi je fais de la formation pour les professionnels, donc ça peut être des vétérinaires, des assistantes vétérinaires ou ce qu'on appelle les paraprofessionnels, donc des vendeurs et vendeuses en animalerie, des naturopathes animaliers, des ostéopathes animaliers, tous ceux qui sont professionnels du chien et du chat, mais pas vétérinaires ou assistantes. Et justement, quand tu dis ça, donc quand tu dis que tu fais la vulgarisation de contenu scientifique, effectivement, c'est quoi? C'est surtout la formation qui te fait vivre ou ça peut être pour d'autres organismes, d'autres personnes qui est-ce que Alors, finalement c'est qui est un peu tes clients? moi, maintenant, c'est que mon organisme, j'ai créé mon organisme de formation, donc c'est ça qui me fait vivre. Et du coup, la vulgarisation, c'est bénévole à côté. Et j'ai toujours fait de la vulgarisation. Et c'est jamais ça qui me fait vivre parce que je sais pas qui en vit, mais maintenant, voilà, je vis de mon organisme de formation et je suis indépendante. Bien sûr, ok. Donc finalement, quelqu'un qui aurait, je sais pas, un doute sur l'alimentation de son chien ou de son chat, c'est pas forcément, il peut pas forcément avoir de consultation avec toi. Alors, s'il est prêt à se déplacer à Albertville, je consulte à Albertville, mais je fais pas de consultation à distance. En revanche, j'ai mis une carte de toutes les personnes que j'ai formées, une carte de France de toutes les personnes que j'ai formées sur mon site, pour que tous les gens qui me demandent un conseil puissent trouver quelqu'un près de chez eux qui a été formé et qui puisse répondre à leurs questions. Génial. Bon, et les amis, comme vous le savez à chaque fois, vous pouvez soit commenter dans la petite bulle en bas à gauche, soit vous pouvez nous rejoindre carrément pour poser des questions en levant la main en bas à droite si vous en avez, etc. Ou sinon, on peut aussi attendre la fin de l'émission pour en parler. Et donc, Charlotte, à quel moment donc tu as voulu être vétérinaire et donc tu es parti en étant veto? Et c'est quoi? C'est à l'école où tu t'es dit j'aime me spécialiser dans la nutrition? Alors moi, j'ai toujours aimé la nutrition. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien la nutrition des humains. Et puis j'ai fait D'accord. vétérinaire. À l'école veto, je me suis dit, ah, tiens, je vais m'intéresser à la nutrition du chien et du chat. Donc j'ai fait déjà ma thèse en nutrition. Et après, dans un de mes premiers boulots, ils m'ont dit, bah tiens, t'as qu'à faire le CES, donc le certificat d'études supérieures en diététique canine et féline. Et grâce à eux, j'ai fait la dernière promotion du CES, qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc c'est comme ça, mais c'est depuis longtemps, c'était même avant de faire vétérinaire, je m'intéressais à la nutrition pour les humains. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment l'histoire de ta vie, finalement. Un peu. Alors, Charlotte, on a une question de Stéphanie qui nous dit « Bonjour, une personne a commencé dans le Nord, dans le 59 précisément. » J'ai formé une veto à 6 mois. Alors, c'est certainement pas la seule, mais elle, je m'en rappelle. Je te retrouve pas son prénom. C'est une blonde souriante très gentille, vers 6 mois. Mais si tu vas sur mon site charlotte-deveau.com, il y a un onglet outils et il y a trouver un professionnel. Et il y a une carte. Et donc, où que tu sois dans le 59, tu trouveras. Je sais pas si, parce que le 59 c'est grand, je sais pas si 6 mois c'est à côté de chez toi. Mais tu devrais trouver pas trop loin. Bon, Stéphanie, du coup, tu peux y aller directement sur le site, comme ça, tu trouveras l'info. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, au-delà de tout ça, Charlotte, tu as effectivement donc, décidé de vulgariser auprès du plus grand nombre. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn. En tout cas, moi, je te suis sur ces 3 réseaux-là, mais il y a peut-être Twitter en plus, voire peut-être TikTok, sur lequel je... Je suis sur TikTok et YouTube maintenant. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, on est partout. Et tu as également le podcast, donc La Truffe dans la Gamelle, qui cartonne bien et qui est disponible du coup sur les plateformes d'écoute de podcast, où effectivement, c'est plutôt, moi je vous le recommande puisque c'est plutôt des épisodes assez courts, mais où vous pouvez apprendre pas mal de choses sur le pet food. Et donc justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Charlotte, le pet food, comment est-ce que tu expliques justement le fait que quand on est propriétaire de chiens ou de chats, il soit si difficile finalement de savoir si on donne une bonne alimentation à son chien et à son chat. Et justement, est-ce que tu peux nous carrément développer par la suite? Est-ce qu'il y a une bonne alimentation pour les chiens ou les chats ou est-ce qu'il y a plusieurs bonnes alimentations pour les chiens et les chats?
Alors, je pense que la première question, pourquoi c'est difficile? Parce que la nutrition, c'est un peu pour les gens comme une religion. Enfin, tu vois, ils vont dire, moi, je suis un barfeur. C'est pas je nourris mon animal au barf. Je suis un barfeur. Ça me définit. Et donc, ça prend des proportions qui sont complètement démentielles. Et les gens sur les groupes Facebook ou dans les choses comme ça vont être très virulents, pas très modérés. Et donc, c'est difficile de savoir parce que chacun te dit, moi, ce que je fais, c'est le seul truc valable et les autres, c'est de la merde. Que tu parles croquettes, barf, ration ménagère, tous les trucs, parce que c'est vraiment une identité pour les gens, ils se reconnaissent comme ça. Et donc, tu vois tout le monde et tu te dis, mais en fait, tout le monde me dit que lui, il a raison et que les autres ont tort, et moi, qu'est-ce que je fais? En plus, bon, 95% des gens donnent du pet food, donc des croquettes. Et dans les croquettes, c'est pas un marché qui est très régulé, parce que ce qui devrait réguler le marché des croquettes, c'est la répression des fraudes, la DGCCRF, sauf qu'elle est déjà occupée. C'est les mêmes personnes que pour les humains. Donc, ils sont occupés avec Lactalis, les pizzas, tout ça, tous les scandales en humaine. Donc, ils n'ont pas des masses de temps pour le pet food, mais on les comprend. Ils priorisent des petits enfants qui s'intoxiquent avec des Kinder plutôt que les chiens et les chats. Donc, comme c'est un marché pas régulé, bah, les pet fooders, alors les pet fooders qui n'ont pas de service réglementaire, en gros, les gros pet fooders ont un service réglementaire, des gens qui sont payés pour leur faire respecter la loi. Et les petits pet fooders qui sortent, qui créent leur marque et ça, ils sortent généralement pas d'école de réglementation, tu vois, ils sont pas très juristes, ils sont plutôt école de commerce, et donc ils sortent et ils sont là pour vendre au mépris de tout. Donc eux aussi, ils vont vous dire, oh là là, mais ce que vous faites actuellement, ça va pas du tout, faut tout changer. Parce que si je te dis, Johan, hey, la façon dont tu nourris ton chien, c'est vachement bien, tu n'auras aucune envie de venir et d'acheter ce que moi je veux te vendre, en gros. Donc Bien les sûr. gens, un truc à te vendre, ils vont pas te dire que ce que tu fais c'est bien. Ils vont dire, oh, mais Johan, t'es en train de tuer ton animal. Et là, tu vas faire what? Mais par contre, moi, j'ai créé une croquette qui va pas tuer ton animal. Il faut à tout prix. Désolé, mon portable se fait la malle. T'inquiète. C'est toujours comme ça. C'est à la cool. Et du coup, ils vont me dire non mais ça va pas du tout, prends mon truc. Donc toutes les personnes qui ont un truc à vous vendre vont vous dire oh mais ce que vous faites c'est tout pourri. Et la seule solution c'est soit d'adopter ma religion, de devenir un barfeur, de faire la ration ménagère, de passer croquettes, soit d'acheter un produit. Et donc les gens sont complètement perdus. T'as un chat là? Oui, j'ai un Wow. chat, mais je n'ose même pas te montrer ma Pompo parce que Pompo, elle a un peu de bide. Elle a pas le summer body encore préparé, tu vois. Donc, Les chats cordonnier le d'appartement. plus mal chaussé. Non mais les chats d'appartement on les pardonne, hein, c'est dur. Ouais, mais pourtant, elle a une grande roue quand même, tu vois. Donc, Elles sont... le truc. Ouais, elle s'en sert un peu, mais pas assez, tu vois. Donc, mais c'est vrai que oui, je vis à Paris, donc évidemment, elle sort pas. Donc, elle est sous croquette, obésity, la pauvre, mais ça suffit pas, en fait. Ouais, non, mais ça, si ça met pas en danger sa santé, les chats d'intérieur, on leur pardonne de pas être hyper fit parce que les pauvres, c'est pas, ils peuvent pas. Elle est loin d'être obèse, mais on est quand même sur un léger surpoids. Du coup, tu me disais pourquoi ils sont perdus et est-ce qu'il y a une bonne façon? Bah en fait non, c'est comme pour les humains, tu vois, il n'y a pas une seule bonne façon de se nourrir qui corresponde à tout le monde. Ça dépend des croyances des gens, tu vois, pour les humains, il y a des gens ils vont dire bah moi je suis végétarien par éthique personnelle et c'est ok en fait. Donc les gens ont le droit d'avoir des envies et des croyances qui leur sont propres. Et nous, c'est notre travail à nous de leur dire, c'est important pour vous de faire ça, je vais vous m'arranger pour que vos croyances collent avec les besoins de votre chien dans la mesure du possible et qu'on le nourrisse selon vos croyances. Vous voulez cuisiner maison, ok, on va le faire. Vous voulez du cru, on va essayer de s'arranger, voir si c'est possible. Vous voulez donner des croquettes, on va vous trouver. C'est possible. Il n'y a pas ceux qui vous disent, il n'y a qu'une seule façon de faire. Ils vous mentent, ils essaient de vous manipuler. Ça n'existe pas dans la vie, c'est pas possible. Il n'y a jamais une seule façon de faire. Et tous, on se nourrit de façon différente et en fait, c'est ok, quoi. Donc, il n'y a pas, Et en vrai, en fait, 95% des gens donnent des croquettes parce que c'est pratique, c'est économique et du coup, c'est essentiellement les deux arguments. Oui, bah, ça reste quand même la chose la plus pratique, bien sûr. Et justement, sur ces modes qui sont arrivés, du barf, du raw, du cru, tout ça, donc ça, c'est plutôt des modes qui nous viennent des États-Unis ou voire de Nord-Amérique, donc Canada. Ça, c'est vrai que les gens, on a quand même tendance à dire que effectivement, c'est plutôt une bonne chose, mais qu'en soi, en fait, il faut être justement quasiment vétérinaire nutritionniste pour établir une ration OK pour ton animal, quoi. Alors, pour être parfaitement équilibré et couvrir tous les besoins, c'est clairement pas si simple. Eux, ils vont vous dire, mais si, tu reproduis la nature et c'est équilibré. Sauf que la nature, en fait, elle a aucun but que l'animal il mange équilibré. Le seul but de la nature, c'est que l'animal il survive jusqu'à la puberté, il transmette ses gènes. Après, il peut avoir du tartre, il peut puer de la gueule, il peut avoir un poil dégueulasse, il peut être moche. Elle s'en fout, en fait. Donc, elle va pas te dire, attends, il faut que je couvre parfaitement ses besoins pour qu'il meure de 19 ans sans insuffisance rénale. Donc, on n'a pas le même but que la nature. Donc, se baser sur le modèle de la nature, ça n'a pas forcément de sens. Donc, les aliments naturels et basés sur la nature, les proies, tout ça, c'est en fait carencé par rapport à nos attentes à nous, qui sont de donner l'optimal à notre animal pour qu'il vive le plus longtemps possible.
Donc c'est sûr que si on veut couvrir tous les besoins de son animal, qu'il vive le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, c'est pas si simple que de foutre un poisson dans une assiette. Et dans ce cas-là, oui, c'est un peu technique et on sait formuler sans compléments minéraux et vitaminés, mais c'est pas simple. Donc on préfère mettre des compléments minéraux et vitaminés parce qu'aussi c'est plus simple pour les gens. Sinon, je vais te dire, alors Yoann, il n'y a pas de souci. Il te faut du foie de veau, il te faut des rognons, il te faut du kelp pour l'iode, il te faut de la levure de bière, il te faut telle viande, parce que pour le zinc, c'est vraiment touchy, donc il faudrait du paleron de bœuf ou alors du cœur de poulet. Là, tu vas me dire, sinon, tu me files une poudre qui met tout et je mets juste poulet, haricots verts et huile. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se finit. Mais c'est faisable. D'accord. Oui, mais ça reste compliqué, effectivement. Et puis même, je veux dire, il faut quand même des équipements qui vont avec, quoi, pour pouvoir effectivement garder à la viande, tout ça. Oui, alors ceux qui donnent cru, oui, il faut des gros congélateurs, il faut des approvisionnements. Et maintenant, les abattoirs, ils ont de plus en plus de mal à s'approvisionner auprès des abattoirs. Et le problème du cru, en fait, il y a aussi un problème sanitaire, parce qu'on ne le sait plus, parce qu'on a oublié ça. Mais la viande crue, c'est un produit contaminé. Aujourd'hui, on a totalement oublié qu'on pouvait se contaminer avec des aliments. Je ne sais pas si les gens savent encore, par exemple, que les conserves qui ont gonflé, c'est du botulisme et qu'il ne faut pas les manger parce qu'on n'a jamais eu de conserve gonflée. Maintenant, avec les progrès de l'agroalimentaire, on a une telle sécurité sanitaire qu'on oublie qu'à la base de l'alimentation, ça peut être une source d'intoxication. Et la viande crue, c'est un truc à risque. Tu vois, on dit des tartares, pas pour les enfants, pas pour les femmes enceintes, pas pour les vieux, pas pour les immunodéprimés. C'est le même principe. C'est de se dire, la viande crue, c'est contaminé. La viande crue pour animaux, c'est encore plus contaminé parce que à l'abattoir, à partir du moment où on dit c'est pour les animaux, on en prend moins soin parce que généralement, ce qui est pour les animaux, c'est cuit. Donc ils disent d'accord, ce sera jamais mangé cru, hop, c'est pas grave, c'est moins, ils vont faire attention que de la viande de boucherie, ils vont se dire attends, il y a des gens qui le bouffent cru. Même le porc, parce qu'il y a des gens qui bouffent des lardons crus, donc ils font hyper gaffe à ce que ce soit très. Oui, il y a des gens qui bouffent des lardons crus. Des lardons crus ? Des lardons crus, tout à fait. Il y a des gens qui mangent des lardons crus. Je peux t'en présenter une si tu veux, une vétérinaire qui mange des lardons crus. Et ouais. Chose moyen. Moi, on m'a dit que c'était en Bretagne. Je sais pas, elle est pas bretonne. Et donc la viande pour humains, elle est vraie, ils font vraiment hyper gaffe d'un point de vue sanitaire. Mon petit doudou, chat. Ouais, mais elle est trop. Mais la viande pour animaux, comme le pet food, c'est cuit. Eux, quand ils mettent dans le bac, c'est pour les animaux, ils se disent ça va être cuit et ils en font beaucoup moins gaffe. Donc quand tu achètes de la viande pour animaux que tu vas donner crue, elle n'est pas aussi clean que ta viande pour humains et c'est contaminé. Et du coup, tu donnes des bactéries à ton chien. Alors généralement, lui, il s'en sort, mais il devient une petite salière à bactéries. Et avec ses selles, avec sa salive, avec ses poils, il va foutre des bactéries partout. Donc toi, Yoann, t'es adulte, t'es en bonne santé. Si tu chopes une salmonellose, tu vas passer 24 heures aux toilettes. Tu vas me dire, j'ai eu la gastro, elle était un peu rapide, ça a duré 24 heures. Tu vas perdre 1 kilo d'eau et tu vas t'en remettre. Mais un gamin de moins de 1 an, une grand-mère, quelqu'un qui a une greffe cardiaque, quelqu'un qui est immunodéprimé, une femme enceinte, ça va pas être le même délire. Donc c'est pour ça que nous, notre boulot de vétérinaire, c'est de dire attention, le cru, il y a un risque qu'on a oublié. Et par exemple, les chiens dans les hôpitaux et tout ça, mais hors de question qu'ils mangent cru. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup plus ce problème que nous parce que c'est beaucoup plus développé. Dans les cliniques vétérinaires, dans les hôpitaux, par exemple, les hôpitaux des universités, genre à Guelph, ils ont un hôpital, un chenil spécialement pour les chiens qui bouffent cru, pour pas qu'ils refilent leurs bactéries, souvent qui sont résistantes, aux chiens. Je savais pas du tout que ça existait. Donc c'est pas non plus anodin. Et je pense qu'en fait, quand les gens sont malades, on pense jamais aux chiens, donc les cas sont pas déclarés. Parce que ton médecin, si tu arrives et que tu as chopé une salmonellose, il va pas vous dire est-ce que votre chien est nourri au cru ? Jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc les cas sont pas du tout rapportés. Les gens font il n'y a pas de cas. Non, mais je pense qu'il y a des cas, juste on ne le sait pas. C'est fou, ouais, je savais pas du tout. Tu vois. Donc là, il y a Stéphanie qui nous dit j'ai eu le cas d'une grosse carence en vitamines d'une soi-disant petite entreprise familiale de croquettes au UK. Et il y a Rachel qui tu vas peut-être pouvoir donner un conseil, parce qu'effectivement, c'est assez difficile. J'ai 5 chats de tout âge et race à nourrir, c'est un casse-tête pour moi. Alors, pour la carence, à mon avis, c'est une carence en vitamine B1. C'est souvent une erreur de process. Et oui, en fait, sur des petites usines. Alors, ça arrive aussi sur les grosses usines, clairement. Mais les grosses usines, ils contrôlent beaucoup leurs produits. La différence entre les gros et les petits, c'est que les gros, ils analysent énormément leurs produits. Par exemple, une grosse marque de croquettes qui fait produire dans une usine qui n'est pas à elle, elle fait produire son humide dans une usine en Normandie. Et un jour, il y avait eu la canicule et du coup, ils ont changé le process de cuisson, ils ont changé les températures, je sais pas quoi. Et là, la grosse marque a appelé en disant non, mais en fait, on a fait les analyses, ça va pas, il n'y a pas ce qu'il devait avoir dedans, il faut changer le process. Et c'est parce que la grosse marque a fait les analyses, les petites marques, comme elles n'analysent pas, elles ont pris le truc et puis elles l'ont vendu et elles savent pas qu'il y a un problème. Oui, tu te dis pas qu'il y a un problème. Quoi. Voilà, donc du coup, les gros, ils détectent le problème plus vite. Et mais alors parfois, ça leur passe aussi entre les. Mais comme ils testent, ils ont plus les infos, alors que les petits, ils n'ont pas les infos. Et
Et les petits, voilà, donc c'est possible, il y a eu des carences en vitamine B1 il me semble que c'est la vitamine B1. Stéphanie dit qu'un enfant cuivre, zinc, vitamine A, il s'agissait de croquettes sans céréales bourrées de légumineuses. Ah, j'ai pas vu passer ça. Ça n'avait pas dû faire Non, mais elle vient de commenter, Stéphanie, pour que tu puisses Non, mais avoir j'ai pas le temps. des choses comme ça. Après, c'est publié et on le sait, tu vois. Soit il y a un rappel et on est au courant et ça, mais ça, j'ai pas vu. Et 5 chats de tout âge et race à nourrir. Et oui, alors ça, c'est vraiment notre boulot au quotidien de dire qui a la priorité. Donc, tu te dis, bah, s'il y en a un qui est insuffisant rénal, par exemple, c'est lui qui va avoir la priorité. Et tout le monde va bouffer de l'aliment insuffisant rénal. Sauf s'il y en a un obèse, l'aliment insuffisant rénal, c'est souvent très gras. Du coup, ils vont te dire, bah, s'il y en a un obèse, on fait une boîte avec une petite entrée où l'obèse, il ne peut pas rentrer et on met l'aliment pour l'insuffisant rénal dedans. Rentre, et l'obèse, il a son aliment à part. C'est pas, on ne peut pas, en fait, faire de généralité, à part des gamelles à puce électronique, mais bon, ça coûte quand même 100 balles la gamelle, donc quand tu as 5 Ouais, c'est ça. Il y a Rachel, pour compléter effectivement ce que dit Charlotte, il y a sur Petcare, moi, c'est ce que j'ai effectivement comme gamelle, et où ils détectent les puces électroniques des chats, et ça se lève et ça se referme. Et c'est génial, notamment pour les pâtés aussi, parce que ça les garde au frais. Mais effectivement, comme dit Charlotte, c'est un vrai budget, quoi. C'est 100 € la gamelle, donc il faut ça fois le nombre de chats. Donc c'est sûr que pour 5, on est sur un vrai budget. Mais en attendant, c'est très pratique. Astuce, par exemple, quand tu as un obèse, parfois il saute pas. Donc tu mets les gamelles des autres en hauteur et l'obèse il est en bas. Enfin, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de qui a quel problème. Et après, il faut être un peu fourbe. Il faut être plus fourbe que le chat. Putain, j'aimerais vraiment pas être chat obèse chez toi, parce qu'il peut pas rentrer dans les boîtes, il peut pas sauter, miskin. Chat qui me déteste. Je pense qu'un jour ils vont monter une armée et je suis foutue. Ah là là. Bon, et Charlotte, justement, du coup, puisqu'on avait la question sur le sang céréal, on va y passer un peu de temps. Puisque effectivement, le sang céréal, c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis 15, vraiment, ouais, allez, 10 ans vraiment à fond, on va dire, mais ça fait quand même déjà 15 ans qu'on commence à avoir les premières marques qui sont arrivées sur le territoire européen, enfin plutôt français d'ailleurs. Ça vient effectivement également donc Nord-Amérique, donc plutôt États-Unis, Canada. De nombreuses marques le proposent. Est-ce que tu as quand même, bon moi je connais à peu près ton point de vue sur la question, mais je pense que c'est bien que tu le partages à la communauté brute et peut-être nous dire effectivement c'est quoi les plus, les moins de cette alimentation, comment ça se fait que ça soit devenu autant à la mode, on peut peut-être d'ailleurs même commencer par ça, puisque c'est quand même vraiment l'aliment un peu à la mode, entre guillemets. Le sang céréal, c'est devenu à la mode parce que c'était la mode du barf. Donc tu disais, ça a commencé outre-Atlantique. En fait, le barf, ça a commencé en Australie. Le barf et le raw, c'est 2 vétérinaires australiens qui prêchaient chacun pour leur chapelle et je pense qu'ils ne devaient pas pouvoir se blairer à l'époque. Tom Lonsdale, c'est le raw et le barf, c'est, je sais plus de mémoire, peu importe. 2 vétos australiens dans les années 90. Et eux, leur truc, c'était le retour à la nature, le retour à la nature, le retour à la nature. Donc votre chien est un loup, faut qu'il mange comme un loup. C'était vraiment cette simplification-là. Et ça a vachement pris, sauf que comme tu le dis, le bar, faut s'approvisionner, il faut avoir un grand congèle. Donc dans ton appart à Paris, ça va être chaud, hein, Yoann, je te le dis tout de suite. Donc les gens ont dit, ah ouais, mais moi je suis attirée par cette idée du retour à la nature, c'est quelque chose qui a vraiment séduit les gens, mais le barf c'est compliqué. Donc les industriels se sont dit, attendez, pas de souci, on va vous faire en gros du barf en croquette, on va vous donner ce que vous voulez du naturel, mais en croquette. Et ils se sont dit, alors le barf c'est sans amidon, il n'y a pas de source d'amidon, mais on ne peut pas faire une croquette sans source d'amidon. Donc on va la faire sans céréales. Et intuitivement, on se dit, franchement, Yoann, t'as jamais vu un chien moissonner un champ de céréales? Et là, tu fais, ah ouais, c'est pas con. Sauf qu'à la place, ils remplacent par une autre source d'amidon. Mais si tu retournes pas le paquet pour voir qu'ils ont mis des pois, des lentilles, des choses comme ça dedans, ou alors de la patate douce ou n'importe quelle source d'amidon qu'ils peuvent trouver, toi, tu te dis, bien, sans céréales. Et le sang, alors ça, on va en parler. Justement, tu parlais de mon podcast, on va publier un épisode cette semaine où j'en discute avec un marketeur et il dit, le sang, ça répond à un fantasme de pureté des gens. On imagine que notre corps seul, il est parfaitement pur et que si on met pas des choses dedans pour le pervertir, c'est bien. Donc dès qu'il y a un truc sang, on fait ah ouais, c'est bien. Et moi, j'expliquais, je disais, mais quand en plus on dit sang, tu dis, mais du coup, 1, ça veut dire que c'est pas bien s'ils en mettent pas. Et 2, ça veut dire que les autres, ils en mettent. Oh, ces enfoirés, ils en mettent. Et ça, donc mais ça peut être sans n'importe quoi, ça marche. Et le sang, vous verrez ça partout parce que c'est un truc instinctif chez nous. On dit ah ouais, sang, c'est bien. Et donc, ils ont fait sans céréales, mais en vrai, il n'y avait aucune, scientifiquement parlant, il n'y avait aucune raison de faire sans céréales, parce que les céréales en soi ne sont pas un problème. Alors, tu peux être allergique au blé, c'est rapporté chez le chien, mais c'est genre le 5e allergène derrière
bœuf, poulet, produits laitiers, agneau, et derrière, t'as le blé, tu vois. Donc déjà, les allergies alimentaires, c'est assez rare chez le chien. Mais en plus, là, c'est la 5e du lot. Donc oui, ton chien peut être allergique au blé et au blé uniquement. Et en vrai, dans les croquettes, souvent, c'est du riz, des céréales. Donc ça n'avait pas vraiment de fondement scientifique. C'était juste purement marketing pour répondre à une attente des gens. Les gens voulaient du plus naturel et ils se sont dit, on va leur en donner en disant, nous, on n'a pas mis de céréales, donc c'est plus naturel. Sauf qu'en fait, ça reste une croquette, et une croquette, c'est pas hyper naturel, tu vois, quand tu y penses. Ouais, en fait. Et que du coup, à la place, ils ont mis des lentilles, des pois, des patates douces. C'est pas plus naturel. Et en plus, en mettant des lentilles et des pois, on est en train de s'apercevoir que maintenant, ça cause des problèmes cardiaques aux animaux. Et là, on a eu notre premier cas à la clinique. Donc c'est pour ça que j'ai fait récemment un article sur mon blog, parce qu'on a eu notre premier animal à la clinique qui est mort d'avoir mangé des croquettes sans céréales. Donc ils font des insuffisances cardiaques, en fait, ça leur abîme le cœur. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, on a une suspicion que ce soit une des protéines des pois qui serait la lectine, qui serait cardiotoxique, donc toxique pour le cœur. C'est pas du tout sûr et certain, c'est une hypothèse, et c'est peut-être pas la bonne. Mais dans tous les cas, il y a quand même eu plein de publications scientifiques qui ont dit, en fait, les animaux qui font des maladies cardiaques, ces maladies cardiaques-là, elles sont dans certaines races. Par exemple, il y a des races qui sont prédisposées à le faire, genre le Doberman. Mais là, on avait des maladies cardiaques dans des races pas prédisposées à faire, à des âges pas prédisposés. Et ces animaux, ils mangeaient vachement plus souvent des croquettes sans céréales que les autres. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même pas bon. Et de plus en plus, il y a des cas. Et donc là, on a une dame, elle avait 2 chiens qui n'étaient pas apparentés, c'était elle et le chien de son mari. C'était 2 bergers australiens, un truc comme ça. Et le premier, il a fait une maladie cardiaque qu'on a détectée trop tard et il en est mort. Et le deuxième avait la même maladie cardiaque. Alors qu'ils ne sont pas apparentés, ils sont jeunes, ils ne sont pas de race prédisposée à ces maladies. Et ils mangeaient tous les 2 du sang céréal avec 13%, 14% de poids. Et donc là, je lui ai dit, oui, c'est vrai que c'est connu et ça. Elle m'a dit, mais pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Et en fait, avant, nous, on se disait, on n'est pas sûr. Tu sais, la science, c'est toujours oui, mais on ne sait pas, faudrait pas se précipiter et tout. Et là, elle m'a regardée en pleurant, elle m'a dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, en fait? Parce qu'on n'est pas sûr. Et là, je me suis dit, on arrête la science, on n'est pas sûr. Maintenant, je le dis, les aliments avec des légumineuses, avec des pois et des lentilles, il y a un risque cardiaque. Ça ne veut pas dire que tous les animaux qui en mangent vont développer un problème cardiaque. Ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'ils en développent. Et en l'occurrence, comme il n'y a aucun avantage à ne pas mettre de céréales, mais qu'il y a un risque à mettre des légumineuses, je ne vois pas l'intérêt. Oui, mais ça, t'es un peu quand même, je veux dire, en France, t'es un peu la seule finale. Enfin, en tout cas, voilà, enfin, peut-être pas la seule, mais en tout cas, t'es la seule à prendre parole sur ce sujet, enfin, je veux dire, sans travailler pour une marque ou une autre, puisque forcément, quand tu travailles pour une marque ou une autre, normal, tu vas, comme on le disait, tu vas prêcher pour ta parole. Et ce soir, on n'est pas là pour dire une marque vaut mieux qu'une autre, même si on peut tout à fait citer les marques, et si vous voulez citer les marques en commentaire, vous pouvez, Charlotte y répondra, il n'y a pas de souci, on est bridé sur rien, donc aucun problème. Vous pouvez poser toutes les questions, mais c'est vrai que comme on se dit quand même que tu vois, typiquement, il y a pas grand monde finalement qui dit au contraire, tu vois, les tendances quand tu regardes sur, alors même si évidemment, bien sûr, je recommande à personne d'aller sur les blogs ou les forums sur ce genre de trucs pour vous informer quand c'est pas quelqu'un d'expert, voilà, on va pas citer de nom, mais n'allez pas vous renseigner sur des endroits où les personnes pourraient être plombiers, et voilà, et donc dans ces cas-là, moi, par exemple, j'ai aucune compétence en plomberie, donc je vais pas m'aventurer à vous donner des conseils. Donc voilà, mais donc du coup, comment ça se fait, Charlotte, comment t'expliques que tu es un peu la seule justement à tirer un peu cette sonnette d'alarme? Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui soit formé à la nutrition avec le prisme science. Il y en a qui sont formés, mais qui sont formés plutôt à une idéologie que juste à lire des publications scientifiques. Et en plus, jusqu'à présent, ceux qui lisent la science, ils disent oui, mais. Parce que la science, tu vois, elle va faire une publication et à la fin, tu as la discussion. Et la discussion, c'est on aurait pu mieux faire, il y a des biais, nos stats, elles ne sont pas parfaites. C'est le principe de la science. C'est qu'à la fin, on s'autocritique et on dit c'est pas sûr, parce que c'est jamais sûr, parce que dans 5 ans, on peut changer d'avis. Donc la science, elle va jamais affirmer, elle va jamais dire blanc ou noir, elle va dire gris clair, gris foncé, on ne sait pas trop, faut attendre, dans 10 ans, on aura peut-être une conclusion. C'est exactement ce qu'on a vu pendant le Covid. Tu vois, pendant le Covid, les là-bas, en fait, c'est compliqué et tout, mais les gens, ils veulent pas du c'est compliqué. Ils veulent oui, non, blanc, noir. Et il y a un moment, c'est prendre position. Et jusqu'à présent, moi, je restais du côté de la science en me disant, il y a peut-être un risque, il faut peut-être faire attention, mais je le déconseillais pas en me disant, bon, déjà, j'en ai jamais vu, tu vois. Donc, il y a quand même plein d'animaux qui mangent sans céréales, j'en ai jamais vu. Donc, je me disais, bon, il y a un risque, mais en même temps, il n'est pas palpable, tu vois, c'est dur. On n'est pas formaté à prendre en compte le risque qu'on peut pas. Tu vois, c'est comme le changement climatique, quoi. On n'arrive pas. Et puis, on est quand même sur les premières générations de chiens et chats qui potentiellement mangeront
toute leur vie du sang céréal, puisque quand même, je veux dire, c'est quand même, moi qui ai travaillé longtemps justement dans l'industrie du pet food, j'ai démarré il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était les prémices du sang céréal. Enfin, je veux dire, il y avait encore très peu d'animaux en France nourris au sang céréal. C'est vraiment depuis quelques années où ça a explosé. Oui, oui, c'est sûr, c'est assez récent et du coup, là, les animaux et puis c'est de plus en plus, en fait. Maintenant, les gens disent, «Ah bah, du coup, il avait tel problème, donc je suis passé au sang céréales». Mais quel est le rapport? C'est devenu l'alimentation, le truc à faire, le truc évident, et du coup, il y en a de plus en plus qui en mangent et donc statistiquement, je pense qu'en fait, il y a des animaux plus sensibles que d'autres. Mais quand il y en a, je sais pas moi, 50 000 qui en mangent, bah, il y en a beaucoup plus de chances qu'il y en ait des sensibles dedans que s'il y en a que 100 qui en mangent. Donc je te dis, c'est pas tous les animaux et puis en plus, tu vois, faut genre 2 ans dans les pubis, c'est au bout de 2 ans, il se passe un truc. Et donc jusqu'à présent, bah, comme la mode était quand même assez récente, donc oui, ça fait 15 ans qu'on en parle, mais moi je trouve que ça s'est vraiment développé, ouais, 10 dernières années, 5 dernières années, ça s'est accéléré, il faut qu'ils en bouffent 2 ans avant d'avoir des signes et c'est pas tout le monde qui aura des signes. Donc du coup, et donc ouais, je suis la seule maintenant à avoir pris position suite à ce cas où vraiment, c'est la première consultation de nutrition où les gens ont pleuré. Parce que normalement, en consulte de nutrition, les gens pleurent pas, tu vois. Et là, la dame qui pleure et qui me regarde, là, je me dis mais stop quoi, tu vois, ça suffit. En plus, sachant qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à remplacer les céréales par des légumineuses. Par contre, il y a un risque. Maintenant, j'ai aucun scrupule à le dire. Mais pourquoi vous faites ça? Zéro intérêt et un risque, c'est pas en faveur, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est la mode du moment. Donc, tu vois, je veux dire, quand tu écoutes effectivement, et tu le disais, quand tout le monde te dit, bah, vaut mieux sans qu'avec, bon, bah, en fait, quelqu'un qui s'y connaissait pas, et ça rejoint un peu la première question que je t'ai posée, c'est hyper dur en tant que propriétaire, je veux dire, tu vois, moi je m'y connais, tu vois, mais c'est hyper dur, je me mets à la place de n'importe qui qui a 3 enfants, qui n'a pas le time, machin, c'est hyper dur de trouver la bonne alimentation. Et d'ailleurs, on va en profiter pour répondre à la question de Lola. Et il y en a d'autres, les amis, on va y répondre juste après. Mais à la question de Lola, c'est est-ce qu'il y a une alimentation parfaite? Eh ben, il y a une raison parfaite pour votre animal avec vos contraintes, comme tu le dis, tu vois. Tes parents, tu as 3 enfants, franchement, tu vas pas aller faire de la ration ménagère. Tu as déjà pas le temps de cuisiner pour tes gosses, tu vas donner de l'industriel. Mais par contre, tu as que le chien, il est en fin de vie, il mange mal ses croquettes, tu vas faire de la ration ménagère. Donc il n'y a pas d'alimentation parfaite dans l'absolu, il y a une alimentation parfaite pour votre animal avec vos contraintes à vous et vos envies à vous et vos croyances à vous. Mais du coup, sinon, bah, en fait, tu doutes bien que j'aurais pas de métier, quoi. S'il y avait juste à dire, bah, en fait, ça, bah, tout le monde, c'est nickel. Il n'y aurait pas autant de références, autant. Donc non, il n'y a pas d'alimentation parfaite. Mais comme tu le dis, mais tout le monde parle de sang céréales, c'est-à-dire que les gens, leur éducateur leur parle de sang céréales, leur toiletteur leur parle de sang céréales, le vendeur en animalerie leur parle de sang céréales, parfois même leur vétérinaire, mais c'est plus rare, Dieu merci, leur parle de sang céréales. Et en fait, du coup, ils sont là. Bah, ça a l'air d'être l'évidence pour tout le monde. Et donc, c'est vachement dur parce que moi, ils m'entendent et ils font, elle est toute seule à me dire que c'est pas. Et certes, je suis véto-nutritionniste, mais ils font ouais, mais bon, quand même, tout le monde me dit le contraire. Donc j'espère que petit à petit, le discours ambiant va changer, mais pour l'instant, je t'avoue que je suis un peu à contre-courant. J'ai l'impression qu'il y a un saumon, tu vois, qui remonte le J'avoue, de ouf. Alors, je remonte un peu parce qu'il y avait des questions. Donc, Rachel, sur notre histoire de gamelles. Bah oui, j'ai 5 gamelles à puce électronique connectée, mais c'est compliqué de choisir. Ah oui, c'est choisir les croquettes en commun, d'accord. Ah oui, bah, Orcha plus 2. Oui, bah, comme disait Charlotte, et Charlotte, tu complètes si je me trompe, il faut choisir l'alimentation en fonction de la maladie la plus grave, justement, pour éviter que... ouais, du plus âgé gros. Enfin, s'il y a un gros, tu mets tout le monde au gros. S'il y a un âgé et pas de gros, tu mets tout le monde à l'âgé. Mais je vous invite, franchement, trouver un veto où j'ai formé des ASV ou d'autres près de chez vous pour vous aider parce qu'en fait, c'est que des cas particuliers. C'est impossible comme ça de savoir Bon, comment bah, prioriser. Raphaël, allez sur le site de Charlotte Deveau et comme ça, vous trouverez dans la catégorie pour voir effectivement s'il y a quelqu'un à côté qui vous donnera tous les conseils. Donc, Marine, si on a lu vos 2 livres, plus le livre de Monsieur Lefebvre et d'autres lectures, la formation que vous proposez aux ostéos apporte un plus, point d'interrogation. Alors, le livre, c'était un résumé. Donc, je t'ai dit que j'avais fait le CES, donc la formation de nutrition, en 2014. Et donc, j'ai écrit mon livre en 2007 pour résumer le CES. Parce que le CES, c'était des gens qui avaient des diplômes européens, tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, wow, j'ai appris trop de trucs alors que je sortais de l'école depuis 2 ans. Donc, je me suis dit, c'est fou d'apprendre autant de trucs. Donc, je vais l'écrire dans un livre pour que les autres puissent apprendre, d'autant plus que le CES disparaît. Sauf qu'après, on est venu me voir, on m'a dit, Charlotte, ce que tu as écrit dans ton livre, c'est pas tout à fait la science. J'ai dit, bah, comment ça? C'est des diplômés européens qui l'ont dit.
Et ils m'ont dit, bah tiens, voilà la science en fait. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Donc mon premier livre est un peu obsolète maintenant. Donc, je suis en train de faire une mise à jour, mais c'est long d'écrire un livre. Et donc, oui, la formation est vraiment basée sur la science. Donc, il y a des choses très différentes avec le premier livre. C'est plus le livre de Sébastien. D'ailleurs, vous avez dû trouver des différences entre le livre de Sébastien. Le livre de Sébastien, il est bien, mais je trouve qu'il est peu pratique parce que Sébastien, c'est un universitaire. Donc, il te dit, voici la science un peu brute, tu vois. Et qu'est-ce que tu en fais, toi, en pratique, quand tu as ton client en face? Pas toujours simple. Donc, la formation, on apprend vraiment aux gens à conseiller leurs clients pour qu'ils puissent... Par exemple, ton client, il dit, bah moi, je veux un truc hyper naturel, ou alors je veux un truc vegan, ou je veux un truc aux insectes, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on part vraiment des demandes des clients et on aide les gens à les conseiller. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as un client en face qui a... Parce que s'il suffit juste de prendre l'animal et dire, pour cet animal, mieux c'est ça, ce serait simple. Mais en face, tu as un client qui a des demandes et des contraintes. Et là, tu es là, alors, sachant que ils ont 5 chats, ils n'ont pas de budget, il y a un gros, il y a un vieux, comment on va faire? Donc c'est ça qu'on apprend à faire. Donc oui, pour moi, la formation, en plus, la formation par rapport au livre, bah, on a de l'interaction, quoi. Donc c'est plus sympa. On peut répondre aux questions. Il y a donc l'alimentation parfaite, bon, bah, on y a répondu. Il y a May qui demande, il y a beaucoup de groupes Facebook, mais sont-ils vraiment connaisseurs? C'est un peu de tout. Je les connais plus trop maintenant. Il y en a quelques-uns qui essaient vraiment de se former, mais disons que quand ça va en dehors de leurs croyances, c'est dur. Donc, je t'avoue que je connais plus trop les groupes. Je sais que Croquette Comment Choisir soit il a fermé, soit du moins il est plus actif. Enfin, tu sais, le groupe est... Tu peux plus poser de questions. Tu peux accéder au truc, mais tu peux plus poser de questions. Dans les groupes actifs, est-ce qu'il y a encore Croquette, mais j'ai l'impression qu'elles avaient un peu... Elles s'étaient quand même formées, mais je sais pas quel est leur discours actuel. Donc, j'avoue que je suis plus trop les discours des groupes Facebook. Donc, je sais pas trop. Mais généralement, il y a quand même un peu de formation de base, il y a des assistantes, veto, mais ça dépend. Il y a Rachel qui dit merci Charlotte, grâce à votre site, j'ai trouvé un pro formé près de chez moi, je vais aller le consulter. Bon, bah, génial. Et donc justement, Charlotte en parlait, les croquettes véganes. Donc, puisque bah, c'est vrai qu'il y a quand même, par rapport à quelques années, c'est pareil sur la population, il y a de plus en plus de personnes donc, qui arrêtent effectivement de se nourrir de produits animaux, pardon. Oui, animaux. Et donc du coup, bon, il n'y a pas une offre qui éclate encore grandement dans les supermarchés ou dans les animaleries, ou etc. Mais ça, du coup, qu'est-ce que justement à quelqu'un qui serait vegan et qui voudrait amener son chien ou son chat au même niveau d'alimentation, entre guillemets, enfin du moins la même philosophie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, la science sait faire des alimentations véganes, des alimentations industrielles véganes pour les animaux. Mais ceux qui les formulent, c'est les petites marques. Parce qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de marché. Déjà, en France, le végétarisme et le véganisme, c'est très rare. Enfin, c'est bien plus rare que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Donc, il n'y a pas un immense marché. Après, il y a des marques anglo-saxonnes qui le font, mais même dans les pays anglo-saxons, c'est pas énorme. D'autant plus que c'est marrant, les publis montrent que c'est les véganes qui nourrissent leurs animaux avec des alimentations véganes, les végétariens, non. Donc, les végétariens, eux, ne mangent pas de viande, mais vont en donner à leur animal. Par contre, les véganes, eux, vont chercher. Mais les véganes, c'est pas la majorité par rapport aux végétariens. Donc, il n'y a pas un... Donc les grosses marques, en gros, en font pas. Et les petites marques en font, mais c'est hyper technique de le faire. Et quand on analyse les produits, il y a plein de publics qui ont analysé les produits véganes, tu te dis, mais comment ils ont formulé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Rien ne va. Genre, il s'est carencé en protéines. Bon, ça, c'était un peu le plus évident. Mais il y en a, il y a trop de calcium. Il y en a, il n'y a pas assez de calcium. Tu as dans les mêmes doses, le complément minéral et vitaminé, vous n'avez pas réussi. Enfin, tu sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'ils n'ont pas les compétences parce que c'est vraiment technique. Nourrir un carnivore, donc, qui a quand même des besoins en protéines élevés, des besoins en tissus animaux élevés, sans produits animaux, la science, elle te dit non, mais les gars, pas de souci. Moi, je synthétise l'acide aminé, je vous synthétise le DHA avec une algue, je vais vous faire de l'acide arachidonique synthétique. Et toi, tu es là, oui, alors sors de ton labo. La question, c'est en pratique, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Est-ce qu'on a des filières? Est-ce que la réglementation l'autorise? Par exemple, il y a de la vitamine D qui est végane. C'est la vitamine D qu'on utilise, toi et moi, si tu te complémentes l'hiver. J'espère que tu te complémentes l'hiver. C'est à base de l'anoline de mouton. Donc, c'est pas vegan. Mais l'anoline, c'est juste la graisse de la laine. Ils prennent de la laine, ils l'exposent aux UV, je sais plus comment ils font. Mais ils font comme ça de la vitamine D. Mais comme c'est à base de l'anoline de mouton, les végans n'en veulent pas. Donc, on peut faire de la vitamine D végane à base d'algues. Sauf que, est-ce qu'il y a un sourcing? Est-ce que c'est autorisé pour les animaux? Il y a plein de réglementations. C'est pas du tout si simple. Et je pense qu'en fait, il semble que la vitamine D végane issue de lichen, c'est du
C'est pas légal. Donc, en fait, tu peux. Et donc. Pardon, Charlotte. Et sur le chat, justement, qui synthétise pas la taurine, tu peux quand même le rendre vegan ou comment ça se passe? Oui, en fait, ça synthétise pas plein de trucs. Hein. La taurine, l'acide arachidonique, le PADHA, bah, tu mets de la taurine synthétique, l'acide arachidonique synthétique, le PADHA synthétique. Mais non, là, franchement, la science sait tout faire. Mais du coup, ça, les grosses marques arrivent à le faire, mais les petites marques ne savent pas. Donc, par exemple, en marque Veto, tu as des produits pour les allergies qui sont à base de soja, d'hydrolysat de soja. Et elles ne sont pas véganes parce qu'il y a de l'huile de poisson, parce que l'huile de poisson, c'est hyper bénéfique pour un animal qui a des allergies, c'est anti-inflammatoire et tout ça. Mais en gros, si tu enlèves l'huile de poisson, c'est un produit vegan qui est parfaitement équilibré parce qu'il est fait par des formulateurs qui ont les compétences. Donc moi, ce que je conseille aux gens qui veulent donner du vegan à leur animal, je leur dis, bah, partez sur les marques Veto. Ok, il y a de l'huile de poisson. Est-ce qu'on peut faire ce petit compromis avec vos croyances, vos convictions qui sont respectables, hein, mais sinon, si on part hors des marques Veto, toutes les publications scientifiques me montrent qu'il y a d'énormes risques de carence, avec des risques vraiment. Il y a eu des cas à l'école de Toulouse où les chats, ils étaient en train de mourir en fait, parce que c'était une carence en vitamine B12, en B9, en plein de trucs. Et d'ailleurs, aucun rapport est là. Mais ça s'apporte en poudre, quoi. Pourquoi vous ne l'avez pas rajouté? Vraiment parce qu'ils formulent n'importe comment. Donc vraiment, moi, je ne prendrai jamais le risque de conseiller un aliment vegan qui ne soit pas un aliment vétérinaire. Et vétérinaire, ce ne sera pas vegan, ce sera à base d'hydrolysat de soja, donc il n'y aura pas de protéines animales, mais souvent il y a de PADHA dedans. Donc ça, du poisson. Okay. Donc finalement, c'est à peu près possible, quoi. C'est juste un peu plus compliqué. Marine qui te pose une question. Quelques mots sur les croquettes aux insectes. Oui, alors les croquettes aux insectes, donc avant il y avait la mode du naturel et maintenant il y a la mode de l'écologique. Parce qu'avec le GIEC, tout le monde a cette petite culpabilité écologique. Donc ils se sont dit, on peut leur vendre de l'écologie. Donc ils vont vous dire, les insectes, c'est vachement bien parce que c'est plus écologique que la viande. Alors c'est vrai, si c'est vous qui les mangez, les insectes. Toi, au lieu de te faire ton gros filet de bœuf ce soir comme un gros pollueur que tu es, tu manges des insectes. Et bien là, tu seras hyper écolo de remplacer ton bœuf par des insectes, c'est hyper écolo. Sauf que ton chat, ce qu'il mange, c'est pas un filet de bœuf, c'est les restes du bœuf. Une fois que nous, on bouffe franchement tous plus que du filet ou des morceaux comme ça. Qui bouffe les abats, tu vois. Franchement, à part ma mère, qui bouffe du foie, des trucs improbables, non, mais c'est vrai, il n'y a que les vieux qui mangent des abats, tu vois. Nous, on fait plus ça. Donc, du coup, tous ces abats, faut bien qu'ils trouvent preneurs. Les abats ou les bas morceaux, c'est du truc à filet mignon et tout. Enfin, on n'en cuisine pas tous les 4 matins. Donc, tout ça, en fait, ça part en pet food. Donc, nos animaux, c'est déjà des recycleurs. Donc, dire les animaux, ils mangent de la viande et ça pollue, en fait, non. Ils mangent tes restes, ils mangent du recyclage, donc ça pollue pas tant que ça. Et actuellement, les publications scientifiques montrent que les insectes polluent plus que les protéines recyclées, les protéines issues de ce que nous on mange pas, qui rentrent dans les croquettes pour les animaux. Donc actuellement, les insectes, c'est pas plus écologique. Parce qu'en fait, on dit ouais, les insectes c'est trop bien. Mais les insectes, ça mange. En fait, en Europe actuellement, tu peux pas leur donner du fumier, par exemple, ou des restes de table. Un insecte, ça peut se nourrir de fumier, de crottes de lisier, c'est génial, c'est des vers sur les crottes, c'est super naturel. Mais on n'a pas le droit, les insectes, c'est considéré comme des animaux de rente, donc c'est considéré comme une vache en tout petit. Et du coup, l'Europe dit, comme c'est une vache, on ne peut pas lui donner du fumier, du lisier, des restes de table, parce que c'est interdit pour les autres animaux de rente, donc les autres animaux qui servent à produire de la viande, quoi, des protéines. Et du coup, tu es obligé de les nourrir avec la même chose qu'un cochon, tu vois. Donc, ils donnent du son de blé ou des choses comme ça, qui sont en fait déjà des choses utilisées dans l'alimentation des animaux. Donc, c'est pas trop du recyclage. Le jour où on pourra élever les insectes sur du fumier, ce sera peut-être écolo. Et après, ça se chauffe, les insectes. Parce que c'est des vers et ça chauffe. Soit ça chauffe, soit ça se refroidit. Mais en tous les cas, ça consomme de l'électricité. Tu les chauffes l'hiver, tu les refroidis l'été. Et donc, c'est pas neutre. En fait. Donc, ça a un impact. Et actuellement, il est plus élevé que les croquettes classiques. Mais est-ce que c'est pas par contre une protéine du futur, du fait qu'on va avoir quand même de moins en moins de surface d'exploitation pour l'élevage, pour ce genre de choses? Est-ce que justement ça reste quand même pas quelque chose d'important C'est probablement une future, ne serait-ce que si un jour la consommation de viande des humains baisse enfin, et que là, mais peut-être qu'à ce moment-là, on se dira aussi, avoir des animaux carnivores, bouffer des bernois, tu vois, c'est peut-être pas hyper écolo, et peut-être qu'à ce moment-là, on se prendra un peu plus des lapins. Mais donc du coup, juste si je comprends bien Charlotte, pour toi les croquettes aux insectes, c'est pas du tout un no-go, c'est juste les arguments écolo mis en avant qui sont selon toi bullshit marketing. Mais par contre, la croquette aux insectes peut être très bien finalement comme une croquette classique. On pourrait trouver. Eux, c'est pas forcément l'argument qu'ils utilisent, mais les insectes en soi, c'est une bonne source de protéines.
c'est une bonne source d'acide gras. Généralement, ils n'utilisent pas l'huile, ils n'utilisent que les protéines. C'est une très bonne source. Et après, ça se regarde comme une autre croquette, c'est-à-dire que s'ils mettent plein de lentilles ou de pois à côté, c'est no-go pour le coup. Mais s'ils formulent, après, il y a des croquettes d'insectes très bien formulées. Et sur le côté nutritionnel, les protéines d'insectes, aucun souci. Moi, c'est plus ils le vendent sur le côté écologique. Et là, je leur dis, en fait, non, pas trop. Ouais, là, ouais, quoi. Tu l'achètes pas pour l'écologie et que tu te dis, moi, en fait, je sais pas, je trouve ça cool, pas de souci, tu vois. Ouais, c'est cool. Enfin, ou pour l'aspect nutritionnel, oui, c'est nutritif et il n'y a pas de souci. Ok, super, merci Charlotte. Alors, il y a Olivier qui nous pose une question. Bonsoir Charlotte et Johan. Est-il utile de donner des compléments alimentaires et des probiotiques à mon chien? Alors, les compléments alimentaires, généralement... Et c'est même complété en ce qui concerne Olivier, puisqu'il permet-il de prévenir les désagréments comme les démangeaisons, le stress, les diarrhées, etc. Alors, tout dépend de ces compléments alimentaires, c'est vaste, mais la particularité de l'alimentation des chiens et des chats, c'est que c'est un aliment complet. Donc, un aliment qui couvre tous les besoins nutritionnels. Donc, toi et moi, on a une alimentation carencée parce qu'on mange un peu de tout. Et donc, chez les humains, c'est pertinent, dans certains cas, de complémenter en vitamines et minéraux parce qu'on n'arrive pas toujours à couvrir nos besoins. Tandis qu'à l'animal, comme c'est des aliments complets, la personne qui vous le vend s'engage à couvrir tous les besoins en vitamines et minéraux de votre animal. Donc, il n'y a pas besoin de compléments minéraux et vitaminés. En revanche, parfois, on peut donner des compléments en oméga 3, notamment. Moi, je donne assez rarement des compléments parce que je trouve que ça fait un truc en plus pour les gens à donner. Alors qu'il y a plein de croquettes, notamment pour les oméga 3. Il y a des croquettes qui sont enrichies en oméga 3. Je préfère que les gens aient juste à donner les croquettes, il y a tout dedans, que de leur dire, vous donnez les croquettes. En plus, il faut acheter le complément, le donner. Alors, si c'est un chat, c'est hyper galère à donner et ça. Donc, personnellement, je privilégie toujours une alimentation enrichie à des compléments. Et après, c'était, est-ce que ça peut prévenir Permet-il de prévenir les désagréments comme les démangeaisons, le stress, les diarrhées, etc. Non, démangeaisons, c'est soit il a un problème de peau, il faut le traiter, soit il a des puces. Démangeaison 1, il a des puces, 2, il a des puces, 3, il a peut-être une atopie, quoi que ce soit. Et complément alimentaire, à part un aliment bien formulé, riche en oméga 3, je vois pas. Le stress, pour le coup, ça peut se défendre. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent agir sur le stress. Et les diarrhées, je n'irai pas du côté du complément alimentaire. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il a la diarrhée? Est-ce qu'il tolère mal son aliment? Typiquement, on parlait du sang céréal, les pois, les lentilles, tout ça, ça peut donner des diarrhées. Donc déjà, s'il mange du sang céréal, on va arrêter les pois et les lentilles, le petit cassoulet par jour, là, voir s'il n'a plus la diarrhée. En fait, la diarrhée, c'est un symptôme, ton corps, il dit il y a un truc qui ne va pas. Si tu donnes quelque chose qui masque la diarrhée, typiquement l'argile, il y a des croquettes dedans, il y a de l'argile, c'est la super, ça masque la diarrhée, ou les os dans le barf. Ah, mais la diarrhée, donnez des os. Bah ouais, ça fait un gros smecta. Donc ça sort, ça n'a pas l'air de diarrhée, mais en fait, dans le corps du chien, il y a le processus de diarrhée. Donc le corps dit ça va pas du tout, c'est la diarrhée, mais toi tu mets de l'argile, ça masque et du coup tu vois plus. En gros tu éteins le voyant rouge de ta bagnole, quoi. Ta bagnole fait voyant rouge, c'est ça. Oui, oui. Tu penches le voyant, mais il y a un moment le moteur va péter. Donc sur la diarrhée, non. Le seul, c'est le stress. D'accord. Il y a Jean-Marc qui te pose la question. Bonjour, avez-vous un moyen rapide pour connaître la qualité des croquettes avec l'étiquette? Non, voilà. Non, parce que les étiquettes sont pas très transparentes et surtout, les étiquettes ne reflètent pas forcément ce qu'il y a dans le paquet. Donc, on en a parlé tout à l'heure. La particularité des grosses entreprises, c'est qu'ils font des analyses. Donc, eux, ce qu'il y a sur l'étiquette correspond à ce qu'il y a dans le paquet. Mais les petites entreprises qui achètent à l'usine, quand l'usine a changé son process et qu'en fait, ça avait merdé, ils n'analysent pas. Donc, ils ne le savent pas. Donc, en fait, ils vendent un truc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, connaître la qualité, quand tu te dis que ce qui est écrit sur le paquet correspond peut-être même pas à ce qu'il y a dedans, c'est compliqué. Donc maintenant, le seul truc qu'on fait, c'est on analyse la crédence ou la créance de la marque, enfin bref, la confiance qu'on peut faire à la marque pour nourrir son animal. Parce que moi, ce que je dis aux gens, c'est attendez, faites confiance à ces gens-là pour nourrir votre animal potentiellement toute sa vie, lui apporter toutes les vitamines et minéraux, tous les machins, donc il faut aller voir au-delà de la belle façade. Donc maintenant, presque, je me fie plus au marketing, et si le marketing est mensonger, je me dis, alors déjà, ils essaient de m'enfumer, c'est pas bon. Et c'est plus comme ça. Après, il y a quelques trucs, genre on fait le rapport entre les protéines et le phosphore, et s'il est super bas, genre s'il est en dessous de 25, c'est de la carcasse dedans. Ça, c'est un truc. Mais il y a plein de cas où ça marche pas. Enfin, malheureusement, si c'était si simple, en fait, on se sortirait facilement. Mais comme en plus, parfois, ils mentent sur leur étiquette, donc on essaie de les coincer en se disant, là, leur marketing est tout pourri, ils vous promettent des trucs trop, ils vous promettent des trucs trop beaux. Les gens qui vous disent, oui, ça va réduire les visites chez le vétérinaire. Bon, bah là, tu peux te dire qu'ils essaient juste de t'enfumer, quoi, tu fuis. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que s'il y avait genre un Nutri-Score, ce serait simple, quoi. Tu sais, s'il y avait Red Flag, ils y connaissent rien en nutrition, c'est que du marketing, ce serait facile. Donc quand ça vous promet des trucs trop beaux pour être vrai, c'est pas vrai, et on fuit.
Et on Ok. essaie de faire des marques qui ont des vrais gens diplômés derrière, quoi. Oui, mais bon, ça, les gens le savent pas trop, tu vois. C'est difficile de savoir, tu vois, s'ils ont une Non, mais c'est armée de veto, tu vois, en R&D, les gens savent pas ça, en fait. pas profiter des marques qui font de la recherche et du développement, ils sont là. Bah, c'est lesquelles? Et là, je me dis, il y a vraiment des marques qui sont nulles en marketing, hein, qui savent pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que, enfin, après, justement, le côté scientifique, entre guillemets, ennuie tellement les gens que du coup, les marques limite s'excusent de communiquer Se dessus ou le mettre pas font en avant. pas, en fait. C'est une catastrophe. Mm. Pour mon point de vue, parce que moi, je dis aux gens, privilégiez la science, mais ils savent même pas quelles marques font la science parce qu'elles en parlent pas. Bah, c'est ça. Donc, Il y a Stéphanie qui nous dit quel type de croquettes sont à privilégier pour un chien sensible du foie ou quel aliment peut-on lui donner? alors le foie, il est pas du tout chiant, en fait, il s'en fout. Donc un aliment de bonne qualité, genre un aliment de gamme vétérinaire physiologique, ça va très bien. Le foie, les protéines, ils s'en foutent, le gras, ils s'en foutent. C'est pas un organe très chiant à nourrir. Donc si c'est juste une petite sensibilité du foie, il n'y a pas grand-chose. Ça, on aime bien le foie. Lucie qui a également une question. Bonsoir, que pensez-vous des croquettes pour insuffisance rénale, carencées en protéines et pourtant de marque vétérinaire? Ça me fait toujours trop rire parce que comment on définit une carence en protéines? Donc en fait, elles ne sont pas carencées en protéines. L'animal, il n'a pas besoin de protéines, il a besoin d'acides aminés. Donc par exemple, Johan, on va jouer au Scrabble. Tu vas me dire, j'ai besoin de lettres. Je vais te répondre non, tu as besoin de voyelles. Parce que si je te sors toutes les consonnes du Scrabble, et particulièrement les S, les W, les C et les K, tu vas me dire, on joue en polonais ou pas? Bah non, on joue pas en polonais, Johan, démerde-toi. Donc en fait, c'est ça. Les protéines, c'est le chat et les chiens, ils s'en foutent d'avoir des protéines, ils veulent des acides aminés pour construire ses propres protéines. Donc dans les croquettes rénales, on doit donner peu de protéines pour pas qu'il y ait de déchets azotés qui fait en fait les déchets des protéines, les déchets azotés. Donc quand on détruit les protéines, ça fait des déchets et c'est ça qui fait les symptômes d'une insuffisance rénale. Donc le chat qui est hyper nauséeux, on dirait que c'est pris la cuite du siècle, qui n'a pas envie de manger, qui a la gerbe, qui est tout sec, ça c'est les déchets azotés qui font ça. Donc on essaie de diminuer ça pour augmenter le confort du chat et pour ça on diminue les protéines. Mais on sait qu'il a un besoin en acides aminés essentiels qu'il ne peut pas synthétiser. Donc il a besoin de lettres de Scrabble et particulièrement de voyelles. Et donc on va lui filer toutes les voyelles dans très peu de lettres. Donc c'est comme si je te donnais pile les lettres qu'il faut pour que tu fasses tes mots du Scrabble. Et tu vois, si je te donne que des S, des W, des Z, des K, et éventuellement quelques voyelles et que je te dis, tiens, écris ton prénom, tu vas être là, alors c'est compliqué. Mais si je te donne pile tes lettres, tu peux écrire mon prénom, il y a 0 déchet. Et bien voilà, c'est exactement ça. Donc elles ne sont pas du tout carencées en protéines, elles sont restreintes en protéines pour pas qu'il y ait de déchets, mais l'animal couvre tous ses besoins en acides aminés. Et ça, il y a un pet fooder veto qui a fait une publication où des chats mangeaient les croquettes vétérinaires pendant, je pense que c'est 2 ans, et il les passe dans des scanners DEXA. Donc un scanner DEXA, c'est un scanner de masse corporelle qui te dit combien tu as de protéines, combien tu as de gras et machin. Et ils ont montré que ces chats ne perdaient pas 1 gramme de masse musculaire. Donc c'est pas du tout, ça c'est oui, bah c'est bas en protéines, donc c'est carencé. Mais en fait pas du tout. Enfin, c'est carencé en protéines, mais il n'y a pas de. C'est super riche en acides aminés essentiels et du coup, il n'y a pas de souci. Oui, du coup, ça le fait, d'accord. Toujours Lucie, donc, qui te pose une question. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment ce nom ou si c'était pour complément. Est-il nécessaire de donner un chelateur de phosphore avec ce type de croquette? Donc, je pense du coup plutôt un complément. Alors, hyper pointu de interne. Les croquettes pour l'insuffisance rénale sont restreintes en phosphore parce que pour le coup, le phosphore est toxique pour les reins. Mais donc normalement ça suffit, sauf que parfois il y a des animaux qui malgré ça ont quand même un phosphore élevé et donc ça peut être nécessaire de donner un chélateur de phosphore. Faut-il encore que la bestiole le prenne parce qu'on parle de chat et que le chélateur de phosphore c'est dégueulasse. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est en fonction de la personne qui suit votre animal, qui mesure son phosphore tous les 6 mois machin, qui va dire là sur votre animal il a toujours un phosphore élevé malgré le fait que je suis à l'aliment le plus bas en phosphore qui existe sur le marché. Donc peut-être on va mettre un chélateur et on va voir s'il le mange. Mais c'est très compliqué et très individuel. C'est pas ah bah mon animal, je crois qu'il est insuffisant rénale, je prends un paquet, je lui mets un chélateur, surtout pas, ça peut être. D'accord. Les amis, si vous restez encore quelques questions, il vous reste 5 minutes pour les poser. On pourra peut-être pas y répondre à tout le monde, mais en tout cas, allez-y. Et Charlotte, justement, toi, est-ce que tu vois des nouvelles modes à venir en termes d'alimentation pour chiens et chats? Et c'est du frais cuit en fait. Donc c'est les marques, je sais pas, récemment j'étais en grande surface au rayon pet food, ce que je fais jamais. Et maintenant donc tu as des croquettes et tu as des grands frigos où c'est de Bien sûr. la pâtée qui se garde au frais. C'est là, mais les Mm. gars, vous avez inventé la pâtée, mais le seul intérêt de la pâtée, c'était que c'était une conserve et que tu pouvais le garder pas au frais.
c'est de la pâtée, mais en plus, tu vas consommer de l'énergie pour la garder dans ton frigo, respecter la chaîne du froid et tout. Donc en fait, tu te dis, mais on est revenu en arrière. Mais c'est la mode parce qu'on dit c'est frais. C'est toujours ce truc de, tu voudrais cuisiner toi-même pour ton animal, mais tu le fais pas parce qu'en fait, t'as pas le temps, t'as pas d'argent, t'as pas envie. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, on sort de cette culpabilité et on va te dire, ah, mais regarde, c'est frais, c'est comme si tu l'avais fait toi, c'est un espèce de ration ménagère, c'est en frigo, tu vois. Oui, puis c'est appétant en plus. Tu as l'impression de faire plaisir quand même à ton animal, tu vois. Enfin, Alors, ça fait pas spécialement rêver, mais peut-être que les animaux aiment bien, mais cela dit, ils aiment bien la pâtée normale aussi. Donc j'ai l'impression que là, la dernière tendance, c'est ça, c'est le frais. ouais, effectivement, comme tu le dis, avec frigo et tout. Est-ce qu'on peut affirmer que le barf de la marque Cru, du coup, est déséquilibré? Alors, regardez, au début, je leur avais dit, les filles, c'est sûr, c'est carencé en zinc, en iode, en machin et tout. Elles m'ont dit non, 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 c'est pas du tout carencé. Un peu plus tard, elles ont dit, ah non, on a rajouté une algue pour l'iode. Ah tiens. Et je suspecte que ce soit toujours carencé en zinc. Après, est-ce que je peux l'affirmer? J'avais eu une cliente qui était chez eux et il me semble que... Après, elles essaient de bien faire, franchement, mais c'est compliqué de faire parfaitement équilibré en faisant du... Elle, c'est vraiment des morceaux, tu vois, elle prépare vraiment la ration avec des morceaux, donc c'est hyper compliqué de le faire, à mon avis, avec des contraintes financières aussi, c'est-à-dire que pour couvrir, c'est bien, il faut donner du foie de veau, le truc le plus cher du monde. Donc elles essaient de faire au mieux. Après, non, je pense que c'est pas parfaitement équilibré, mais quand on fait du barf, généralement, c'est pas forcément la priorité des gens, mais voilà. Il y a Pierre qui nous dit, parce qu'effectivement, désolé Olivier, on n'a pas totalement répondu à ta question. Pour rebondir sur la question d'Olivier, qu'en est-il des probiotiques pour chiens? Alors les probiotiques, on a fait un épisode, non pas que sur les probiotiques, mais sur le microbiote du chien. Les probiotiques, ça marche très bien en théorie et pas du tout en pratique. C'est-à-dire que si tu lis les publics, tu as trop envie d'en donner en disant mais ce serait trop bien. Et en fait, en pratique, ça marche pas. Dans les publics qui essayent de le faire, et ben ça marche pas. Parce que est-ce que la bactérie, elle arrive vraiment vivante dans l'intestin? Est-ce qu'elle arrive en quantité suffisante? Qu'est-ce qui se passe dans l'intestin en tout ce monde-là? On ne sait pas trop comment ça marche. T'avais les petits sachets de probiotiques que tu pouvais acheter et mettre sur la gamelle. Et donc ça, c'est pas forcément efficace, quoi. Alors le seul qui a une indication pour le prouver, c'est le Fortiflora de Purina. Eux, ils ont une publi. Ok. Eux, en diarrhée aiguë, chez le chien à l'adoption, ça marche. Je crois que c'est ça la publi. Les autres, il n'y a pas de publi, donc ils disent tous hey, les probiotiques, c'est trop bien, donc on en fait, mais il n'y a pas de preuve. Ou ils n'ont pas de preuve dans l'espèce cible, tu vois, genre on a une preuve chez l'humain. Ouais, enfin bon. Donc ça fait pas de mal. Moi, ça m'arrive d'en donner, je donne du Fortiflora pour le coup, parce que un, c'est hyper appétant et que deux, c'est le seul avec une publi. Mais ce qui marche le mieux, c'est les prébiotiques, donc les fibres qui vont nourrir les bonnes bactéries. Et donc en dirigeant l'alimentation, d'ailleurs, il y a un aliment comme ça qui est orienté sur la flore intestinale et qui marche super bien. Donc quand on nourrit les bonnes bactéries, elles se développent plus et c'est comme ça qu'on arrive à orienter la flore intestinale. Ça marche mieux de nourrir des bactéries que d'essayer de mettre des sachets de bactéries. Oui, voilà, mais par contre, les prébiotiques, à l'inverse, ça n'existe pas encore. Tu peux pas les trouver autrement que dans l'alimentation. Il n'y a pas encore de sachet de prébiotiques, mais il y a des aliments qui sont pour la flore intestinale. Par contre, non, ça n'existe pas. Alors, après, tu vois, par exemple, il y a de la pulpe de betterave. Bon, on va donner de la banane, c'est un prébiotique. On peut donner du son d'avoine, on peut donner des choses comme ça. Mais on n'a pas un truc formulé qui a montré son efficacité en sachet. J'aimerais bien, mais ça va peut-être venir. Et justement, les pulpes de betterave, quand par exemple, tu as des samoyèdes, des bergers blancs, des montagnes des Pyrénées et tout, tu n'as pas de risque à ce que ça colore le poil, du coup, quand tu en as en trop grosse quantité dans ton alimentation? Non, parce que c'est la betterave sucrière, c'est pas la betterave rouge, donc c'est blanc, la betterave, et c'est juste la pulpe, donc c'est juste les fibres, donc tu as zéro risque. Ok. Lucie qui nous dit, est-ce mieux de donner des croquettes humidifiées, notamment pour les insuffisants rénaux? Alors oui, si pour les insuffisants rénaux, ceux qui boivent pas assez, les croquettes humidifiées, c'est très bien. Si c'est des chats, moi je disais toujours, mais ils vont jamais le bouffer. Mais il y a plein de si, moi ils les mangent humidifiés. Excellent, profitez-en. Donc ça a plein d'intérêt. Là, avec la canicule, donner les croquettes dans le bol d'eau rempli à ras-bord pour les chiens, c'est vachement bien pour qu'ils boivent. Donc les croquettes humidifiées, c'est bien. On perd deux intérêts. C'est un, l'intérêt masticatoire, et deux, l'intérêt qu'on peut pouvoir en donner. Enfin, quand tu donnes la gamelle à volonté, par exemple, à un chien, si c'est humidifié, ça ne marche pas. Ou si tu veux des jeux, pour les chats et ça marche pas. Mais pour les insuffisants rénaux, pour ceux qui ont des problèmes urinaires, pour ceux qui doivent perdre du poids,
ça augmente le volume et tout ça. Donc s'il mange des croquettes humidifiées, il n'y a pas de souci. Ah non, et je vois la question, le psyllium, parce que les prébiotiques, ils doivent être fermentés par la flore intestinale, donc donnés à manger aux bactéries. Le psyllium, c'est juste une fibre soluble, donc il absorbe l'eau. Donc c'est un peu la fibre magique, parce que si tu as la diarrhée, il retire l'eau et du coup, il va mouler les selles. Et si tu as la constipation, il retient l'eau et du coup, la selle est moins dure et c'est moins de constipation. Mais il n'est pas du tout fermenté, donc c'est pas du tout un prébiotique. Et c'est un peu dégueulasse au goût, donc moi, je fais psyllium plus Fortiflora qui est bon, et comme ça, ils le prennent. C'est la petite astuce. Merci mille fois Charlotte, merci les amis, on va en rester là, mais vous pouvez bien sûr retrouver Charlotte sur les réseaux sociaux et comme je le disais, il y a tout un tas de contenu vulgarisé qui est vraiment facile à comprendre. Donc Charlotte, il y a bien sûr, on peut te retrouver sur ton podcast qui est la truffe dans la gamelle, donc ils peuvent retrouver sur Spotify, Apple Podcast, etc. On peut te retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Donc ton nom change un peu en fonction de la plateforme, mais généralement en mettant Charlotte Deveau, vous avez quand même de grandes chances de la trouver. C'est Vet Charlotte Deveau sur Insta et après je crois que c'est Charlotte Deveau à peu près partout. Peut-être pas sur TikTok. TikTok c'est quoi? C'est Vet Docteur Vet Charlotte Deveau. Ok, bon bah en tout cas voilà. Donc merci à tous, un grand merci Charlotte. Vous pouvez retrouver l'émission La Touche Animale en replay dans quelques minutes sur Brut et dès demain sur le site whoopets.fr, le site numéro 1 sur les passionnés des animaux de compagnie. Moi j'aurai le bonheur de vous retrouver très vite et Charlotte j'en suis sûre aussi. Et la prochaine fois je pense qu'on sera un live Insta, ce sera aussi canon pour parler de tout ça avec tout le monde. Donc merci trop bien. Beaucoup. Merci à tous pour vos messages et très très bonne soirée. Ciao ciao les amis.